Claire n'obtiendra pas un seul euro, annonça fort Julien en levant son verre. Des applaudissements retentirent dans le salon de la maison de campagne. Autour de la table était assise sa mère Geneviève, sa sœur, 2 voisins et un courtier de leur connaissance qui avaient trouvé l'acheteur. Devant le gâteau de fête se trouvait la copie imprimée d'une annonce immobilière pour un appartement en ville. Geneviève avait entouré au crayon rouge un appartement de 2 pièces près du parc. C'était exactement celui qu'elle comptait acheter une fois la transaction terminée. Sur le rebord de la fenêtre trônait une bouteille de champagne. Et à côté, la copie du compromis de vente avec le reçu des arts. Julien avait déjà reçu une somme importante et avait promis à sa mère que l'acheteur virait le reste dans une semaine. Personne à table ne mentionnait le fait que le terrain sous la maison appartenait à Claire. À ce moment-là, elle effectuait son service de nuit au centre de contrôle d'un grand aéroport de frais français. Les relations avec Julien se dégradaient depuis presque 1 an. Après plusieurs violentes disputes, il avait déménagé chez sa mère. Tandis que Claire était restée dans leur appartement en ville pour préparer les papiers du divorce, il n'allait presque jamais à la maison de campagne en hiver. Elle ne se doutait donc pas que son mari avait changé les serrures. A fait venir un courtier et publié une annonce. Le téléphone sonna pendant une courte pause. Le numéro était inconnu. « Madame Claire Martin ?» demanda une voix d'homme. « Je m'appelle Constantin Leblanc. Je voulais clarifier une question concernant votre maison dans le domaine de campagne. » « Quelle question exactement ? Êtes-vous vraiment d'accord pour la vendre ?» Claire sortit dans le couloir silencieux. Constantin expliqua qu'il avait versé des arts pour la maison et le terrain. Julien s'était présenté comme la seule personne ayant le droit de vendre. Selon lui, sa femme était partie à l'étranger depuis longtemps, avait cessé d'utiliser le bien immobilier et avait renoncé à toute réclamation. Cependant, l'acheteur avait commencé à étudier les papiers et avait vu le nom de Claire sur la facture d'électricité. Il figurait également sur le permis de construire et sur l'ancien certificat de raccordement à l'eau. Julien a dit que c'était une erreur technique. Continua Constantine. Mais la somme est énorme. Je préfère vérifier. Homme zéro. Je ne suis pas parti à l'étranger et je n'ai rien mis en vente. Un long silence s'installa à l'autre bout de la ligne. Le domaine était revenu à Claire après la mort de son père, Victor Martin. Il avait acheté la terre dans les années 90, y avait planté des pommiers et construit un petit cabanon en bois. Dans le testament, le terrain était mentionné séparément et revenait exclusivement à sa fille. 2 ans après leur mariage, Claire et Julien avaient décidé d'y construire une maison pour les week-ends. Elle payait les matériaux, tandis que son mari, qui travaillait avec une petite équipe de maçons, s'occupait des ouvriers et des permis. Julien déposait la plupart des demandes lui-même. Claire ne signait que les papiers nécessitant sa présence personnelle. Il promettait sans cesse d'enregistrer officiellement la maison une fois la construction achevée, mais repoussait la démarche à chaque fois. Tantôt il manquait un plan technique, tantôt les règles changeaient. Tantôt il fallait une nouvelle attestation. « Qu'achetez-vous exactement selon le contrat ?» demanda Claire. « La maison, le terrain, le cabanon, le puits et le droit de passage sur le chemin commun. Le terrain est à mon nom. On m'a montré une copie d'une déclaration selon laquelle vous auriez cédé tous les pouvoirs à votre mari. Je n'ai délivré aucune procuration pour vendre. Aid. Constantin l'informa que l'acte de vente définitif n'était pas encore signé. Il avait viré les arts, a reçu les clés pour inspecter les lieux et commandé une estimation pour les travaux. Le reste devait être transféré à Julien après présentation des originaux. L'acheteur voulait s'assurer que Claire ne contesterait pas la transaction. Désormais, cette conversation prouvait qu'un litige existait bien avant le paiement final. Pendant ce temps, dans la maison de campagne, Geneviève découpait le gâteau et racontait aux invités comment sa belle-fille avait tout abandonné à son mari. Selon sa version, Claire n'avait jamais investi dans la construction, ne venait que pour se reposer et se plaignait de la poussière. Julien a bâti cette maison de ses propres mains, disait-elle. Donc, l'argent lui appartient. Le courtier rappela qu'une partie des documents n'était pas encore prête. Geneviève balaya l'objection d'un geste de la main. Elle était convaincue qu'une femme accaparée par son divorce et son travail ne se battrait pas pour une vieille résidence secondaire.
Julien ajouta que sa femme ignorait même la vente. Les invités rirent, percevant cela comme une preuve de sa ruse, et non comme l'aveu d'une escroquerie. Constantin demanda à Claire d'envoyer une photographie du titre de propriété du terrain. Elle répondit qu'elle n'enverrait pas de données personnelles à un inconnu, mais qu'elle était prête à le rencontrer le matin avec les originaux. L'acheteur accepta. « Je ne veux pas perdre la maison. Mais je n'ai pas l'intention de participer à une querelle familiale qui ne me regarde pas, » dit-il. « Si votre mari n'avait pas le droit de vendre le terrain, je devrais exiger le remboursement de mon argent. » Amzeran. Combien avez-vous déjà viré? La somme annoncée s'est avérée presque équivalente au prix du petit appartement que Geneviève avait repéré sur l'annonce. Claire sentit un froid glacer ses paumes. Julien avait reçu des milliers d'euros pour une propriété qu'il ne pouvait même pas légalement décrire comme la sienne. Après l'appel, elle ouvrit ses messages avec son mari. Le dernier message, concernant la maison, datait d'il y a 2 mois. Claire lui demandait de vérifier le chauffage et de payer l'électricité. Julien avait répondu « Ne t'inquiète pas, je veille sur la maison. Pas un mot sur des acheteurs. » Dans un autre message, écrit il y a quelques années, il admettait « Le terrain est à toi. Je ne m'occupe que de la construction. » Claire sauvegarda la conversation dans un fichier séparé. Puis appela son voisin, Stéphane Dubois. L'homme fut surpris d'apprendre la vente. Il avait vu des inconnus visiter le terrain, mais Julien lui avait dit que c'étaient des experts pour l'assurance. « Il y a des invités là-bas en ce moment. » L'informa Stéphane. « Bien 5 voitures. La musique joue. Geneviève montre un appartement sur son téléphone à tout le monde. Ils fêtent la vente. On dirait bien. Julien a dit que tu avais renoncé à la maison et que tu étais parti. » Claire demanda au voisin de ne pas s'en mêler et de ne pas révéler qu'elle avait appelé. Si son mari était persuadé de son ignorance, il ne cacherait ni les documents, ni l'argent. Stéphane accepta, bien qu'il fût indigné. Au printemps dernier, Claire avait personnellement payé le remplacement de la pompe à eau. La traiter de personne ayant abandonné son bien était un mensonge flagrant. Pendant sa pause, elle se connecta au registre foncier électronique et commanda un extrait pour la parcelle. La seule propriétaire figurant sur le document était toujours Claire Martin. Il n'y avait eu aucun transfert, aucune donation, aucune saisie. Le système n'affichait aucun objet distinct appelé « maison d'habitation ». Sur le terrain, il n'y avait qu'une structure inachevée dont les informations n'avaient pas fait l'objet d'un enregistrement définitif. Cela signifiait que Julien pouvait prouver son investissement dans la construction lors du partage des biens, mais n'avait aucun droit autonome de vendre la parcelle, encore moins de promettre à l'acheteur le puits, le cabanon et le chemin en tant que propriétaire unique. De retour chez elle après son service, Claire ouvrit une vieille boîte métallique contenant des papiers. À l'intérieur se trouvait l'acte de notoriété de la succession, l'extrait cadastral, le testament de son père et les factures des matériaux de construction. La majorité des reçus étaient établis à son nom. Quelques bordereaux étaient signés par Julien en tant qu'organisateur des travaux, mais Claire était indiquée comme la commanditaire. S'y trouvait également le permis de construire, où elle figurait comme propriétaire du terrain. Et son époux n'était que le représentant pour les questions techniques. Julien n'avait pas pris ses papiers, parce qu'il pensait que sa femme avait oublié depuis longtemps ce qui était rangé dans cette boîte. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de Constantin. Une photographie de la page du compromis de vente concernant les arts. Dans le texte, Julien garantissait l'absence de litige avec d'autres ayants droit et de toute restriction. Il promettait de transférer à l'acheteur non seulement la maison, mais aussi le droit d'usage total de la terre. Plus bas se trouvait une clause. Si le vendeur dissimulait un litige ou ne pouvait pas conclure la vente par sa faute, les arts devaient être restitués au double. Claire zooma sur la signature de son mari. Julien l'avait apposée avec assurance, comme s'il possédait vraiment tout ce qui était construit sur la terre de son père. Pendant ce temps, dans la maison de campagne, Geneviève levait un second verre. Elle dit aux invités que l'argent de la vente avait déjà sauvé la famille et lui assurerait bientôt un appartement indépendant. Julien promit de virer le reste de la somme après la signature finale. Il ne célébrait pas seulement la future transaction, mais aussi la défaite de la femme absente,
Claire ne saura rien avant qu'il ne soit trop tard, dit-il. Il ignorait que l'acheteur lui avait déjà parlé et avait suspendu le paiement final. Le lendemain matin, Claire devait apporter à Constantin l'acte de succession original. Plus que tout, elle voulait, non pas crier sur son mari, mais voir le visage de l'homme qui avait donné des milliers d'euros pour une terre n'appartenant pas au vendeur. Si l'acheteur s'avérait honnête, Julien devrait justifier ses mensonges devant 2 parties en même temps. La fête se poursuivit jusqu'à minuit, alors que la transaction avait commencé à s'effondrer, bien avant que la première bouteille de champagne sur la table ne soit vidée. « Le terrain n'appartient toujours qu'à vous », déclara l'employé du bureau des hypothèques. Après avoir consulté l'extrait en ligne, Claire s'était rendue à l'ouverture pour demander un relevé détaillé. La fonctionnaire expliqua. La parcelle a été transmise par héritage et n'a jamais été incluse dans la communauté de biens des époux. Aucune maison d'habitation enregistrée n'existe au registre. Seule une construction inachevée apparaît. Sans droit de propriété distinct. « Mon mari peut-il la vendre ?» demanda Claire. « Il peut faire valoir des réclamations liées à ses investissements, mais il n'a pas le droit de transférer votre terrain à l'acheteur sans votre participation. Pour une transaction légale, il faut le propriétaire de la parcelle. Une procuration valide ou une décision de justice. His name. » Julien ne possédait aucun de ces documents. Le compromis de vente créait des obligations envers Constantin, mais ne transformait pas son mari en maître des terres. Après le bureau des hypothèques, Claire se rendit chez le notaire qui avait réglé la succession de Victor Martin. Les archives conservaient le testament, l'acte d'acceptation et le plan cadastral. Son père avait légué la parcelle à sa fille, sans aucune condition supplémentaire. Le document mentionnait séparément le puits, le cabanon et l'accès par le chemin commun. Le notaire confirma que Claire n'avait signé aucun accord de cession de la terre à Julien et n'avait fait établir aucune procuration via cette étude. Si on vous montre un document provenant d'un autre notaire, vérifiez-le au registre, lui conseilla-t-il. Mais le droit de propriété restera de toute façon le vôtre tant que le transfert ne sera pas enregistré. In 2007, Claire demanda des copies certifiées conformes. Elle possédait désormais, non plus des photographies, mais des papiers officiels qu'il était impossible de qualifier de brouillons familiaux. Chez elle, elle ouvrit les cartons contenant les documents de construction. La maison avait été bâtie sur presque 6 ans. D'abord les fondations et les murs. Puis, au fil de plusieurs saisons, la toit, le chauffage et la véranda. Julien avait effectivement organisé l'équipe et exécuté une partie des travaux lui-même, mais les matériaux avaient été payés depuis différents comptes. Claire retrouva les factures pour le béton, le bois, les fenêtres et la chaudière. Beaucoup était à son nom. Sur le permis de construire, elle figurait comme propriétaire du terrain et maître d'ouvrage. Julien comme représentant mandaté pour les questions techniques. Le texte ne comportait aucune autorisation de vente. La confiance qu'elle avait accordée à son mari pour traiter avec les ouvriers, il l'avait transformée en un récit de possession totale. Leurs anciens échanges électroniques s'avérèrent particulièrement importants. Lorsque Claire avait suggéré d'enregistrer la maison, Julien avait écrit « Il est trop tôt. Le terrain est à toi. Et pour l'investissement dans la maison, on fera les comptes plus tard si nécessaire. » Dans un autre message, il demandait à sa femme de signer la demande de raccordement électrique, car sans la propriétaire de la parcelle, elle n'était pas acceptée. 1 an plus tard, il la remerciait d'avoir payé la toiture et promettait de lui rembourser la moitié. Claire enregistra la conversation et fit une copie de sauvegarde. Son mari pouvait affirmer devant ses proches avoir tout construit seul. Mais ses propres mots confirmaient à la fois les droits de sa femme et sa participation financière. Elle appela le service de l'urbanisme de la mairie. L'employé trouva le dossier à l'adresse indiquée et l'informa que le plan technique de la maison n'avait jamais été déposé dans sa version finale. Julien avait reçu 2 fois des observations, mais ne les avait pas corrigées. La dernière demande remontait à 8 mois. Après quoi, la procédure s'était arrêtée. Par conséquent, la maison ne pouvait pas être vendue comme un objet enregistré distinct. Actuellement, elle était juridiquement liée au terrain en tant que construction inachevée. Toute aliénation nécessiterait les documents du propriétaire foncier et une description correcte du bien.
Claire demanda une attestation officielle. Chaque nouvelle réponse prouvait que Julien promettait à Constantin ce qu'il ne pouvait pas fournir. Stéphane Dubois vint voir Claire dans la soirée et apporta le vieux registre de l'association syndicale du lotissement. Il s'occupait depuis de nombreuses années des compteurs électriques et notait les paiements. Le nom de Claire figurait sur la majorité des lignes. Elle avait personnellement payé pour le remplacement de la pompe, la réfection de la route et l'enlèvement des ordures. Le voisin avait également conservé les messages où il s'arrangeait avec elle pour accéder au terrain. « Julien dit que tu n'as pas paru depuis 2 ans. » dit Stéphane. « Mais au printemps. Tu as toi-même apporté des plans et réparé la clôture. Je t'ai vu. » Il accepta de confirmer par écrit que Claire continuait à utiliser la maison et n'avait jamais annoncé y renoncer. Selon le voisin, depuis environ 1 mois, Julien avait commencé à faire visiter les lieux à des acheteurs potentiels. Il se présentait comme l'unique propriétaire et disait que sa femme vivait dans un autre pays. Quand Stéphane avait demandé un jour si la terre était vendue, Geneviève avait répondu « Bientôt. Tout sera à nous. Ne t'en mêle pas. » Il y a quelques jours. Son mari avait changé la serrure du portillon et interdit aux voisins de donner une clé de rechange à Claire. « Ils avaient peur que tu débarques pendant une visite. » dit Stéphane. « Here. » Ils ont réuni les invités parce qu'ils ont reçu les arts. Geneviève a déjà dit à tout le monde quel appartement elle achetait. Elle nie. Claire ouvrit l'annonce de vente immobilière. Les photos de la maison avaient été prises par une journée ensoleillée, probablement au début du mois. La description mentionnait un seul propriétaire. Document prêt. Conclusion rapide de la transaction. La surface du terrain correspondait exactement à l'extrait cadastral. Le courtier promettait à l'acheteur une maison enregistrée, bien qu'un tel objet n'existât pas séparément. Ils se sont servis des informations de vos documents, fit remarquer Stéphane. Sur l'une des photographies, à côté du plan du terrain, figurait le permis de construire. La partie supérieure était masquée par une règle en bois. Claire zooma sur l'image. Sous la règle se trouvait précisément la ligne contenant le nom du propriétaire foncier. Elle retrouva l'original de cette même photo, sauvegardée dans leur cloud familial. Il y a quelques années, Julien avait lui-même photographié le permis pour un rapport. Sur le document authentique, on lisait clairement « Martin Clair ». Sur l'annonce, le nom était caché, et la légende de la photo affirmait que tous les papiers étaient au nom du vendeur. Ce n'était pas un recadrage accidentel. Quelqu'un avait délibérément dissimulé la ligne susceptible de susciter des questions de la part de l'acheteur. Claire conserva les 2 versions et les données sur la date de publication de l'annonce. Elle vérifia ensuite la facture d'électricité qui avait alerté Constantin. Julien la lui avait envoyée pour prouver l'absence de dette. Sur la première page, le nom de Claire était resté, car il était trop complexe de l'effacer sans laisser de traces visibles. Son mari espérait sans doute que l'acheteur ne regarderait que le montant. Constantin s'était avéré plus attentif. Une seule ligne avait détruit l'histoire de l'épouse, ayant renoncé à l'immobilier depuis longtemps. S'il n'avait pas vu le nom de famille, « Vous auriez appris la vente après le transfert de tout l'argent » déclara Stéphane. Claire comprit que l'appel de l'acheteur n'était pas un coup de chance, mais le résultat de l'imprudence d'un autre. Julien téléphona tard dans la nuit. Il parlait calmement et demanda si Claire comptait venir à la maison ce week-end. « Pourquoi ?» répondit-elle par une question. « Je te préviens simplement. Il y a des travaux. C'est une nouvelle serrure. Tu n'as pas la clé. Des travaux sont en cours sur ma terre sans mon accord? Ne recommence pas. Nous avons tout construit ensemble. Tu n'as pas le droit d'empêcher la vente de ma part. » De quelle part exactement? Julien déclara d'un ton agacé qu'il enverrait les calculs plus tard et raccrocha. Il ne mentionna ni l'acheteur, ni les arts. Il ignorait donc encore l'appel de Constantin. Claire rassembla les documents dans une chemise. Attestation de succession. Extrait foncier. Permis. Facture. Correspondance et registre des paiements. Elle ajouta séparément l'impression de l'annonce avec le nom masqué. Le lendemain, elle devait tout montrer à l'acheteur et à son avocat. Elle n'avait pas l'intention de nier la contribution de Julien à la construction. Mais avoir investi dans les murs ne lui donnait pas le droit de vendre la terre en dessous. Le puits de son père, et le chemin qu'utilisait toute la famille,
Avant de s'endormir, Claire regarda une dernière fois les deux versions de la photographie. Sur l'une, son nom était bien visible. Sur l'autre, la règle le dissimulait. Julien n'avait pas simplement oublié de mentionner sa femme. Il avait préparé l'annonce à l'avance pour que l'acheteur ne la remarque pas. Si ces documents sont authentiques, votre mari ne pouvait pas me promettre la terre, déclara Constantin Leblanc. La rencontre avait lieu dans le bureau de son avocat, Maître Antoine Moreau. Claire posa sur la table l'attestation de succession, l'extrait de registre récent, le permis de construire et l'attestation du service de l'urbanisme. L'avocat vérifiait les numéros sur les bases de données officielles et posait des questions brèves. Toutes les informations coïncidaient. La parcelle appartenait à Claire. La maison n'était pas enregistrée séparément. Elle n'avait cédé aucun pouvoir de vente à quiconque. Constantin semblait de plus en plus sombre. Il avait déjà commandé les fenêtres, pris rendez-vous avec des artisans, et s'imaginait comment il déplacerait une partie de son atelier parisien à la campagne. Il s'avérait maintenant que le vendeur ne pouvait pas transférer le droit essentiel, celui de se trouver sur la terre. Maître Moreau déplia le compromis de vente. Dans la description du bien figurait le terrain, la maison d'habitation inachevée, le cabanon, le puits et le droit de passage sur le chemin commun. Julien garantissait qu'il possédait tous les pouvoirs, qu'il n'y avait aucun litige et qu'aucun tiers ne revendiquait les biens. Il a signé le contrat en tant que propriétaire de l'ensemble, expliqua l'avocat. Mais d'après le registre, il ne possède pas la terre. Même s'il prouve son investissement dans la maison, la parcelle ne sera pas transférée à l'acheteur sans votre accord. Enzei. Claire demanda si son mari avait montré une procuration. Constantin sortit un scan flow. Il n'y était question que de la représentation des intérêts lors de la construction et du raccordement au service public. Les mots vente, aliénation ou encaissement de fonds en étaient absents. C'est une vieille procuration technique, dit Claire. Je l'avais délivrée quand Julien a fait installer le gaz et l'électricité. Elle a expiré il y a 4 ans. Maître Moreau regarda la date et confirma. Le document n'était plus valable depuis longtemps. De plus, même si le délai courait toujours, il ne donnait pas le droit de conclure un contrat avec un acheteur. Julien avait rogné la partie inférieure du scan. Là où étaient indiquées les limites de ses pouvoirs, on m'a dit que l'original serait fourni lors de la signature finale, prononça Constantin. Votre mari a certifié que vous étiez parti et que vous lui aviez cédé toute la gestion. Je n'ai pas quitté la France. Hier, je travaillais à l'aéroport. Claire montra son planning et son attestation de domicile à son adresse en ville. Constantin sortit l'ordre de virement. Les arts avaient été transférés sur le compte personnel de Julien, il y a 2 jours. La somme représentait près d'un quart du prix du bien. L'acheteur avait accepté un tel montant parce que le vendeur avait promis de retirer l'annonce et de remettre les clés. Le contrat contenait une clause pénale spécifique sur les conséquences de fausses informations. Si Julien ne pouvait pas finaliser la vente par sa faute, dissimulait les droits d'un tiers ou présentait de faux documents, il était tenu de restituer les arts au double. J'ai moi-même insisté sur cette condition, déclara Maître Moreau. Mon client achète un bien complexe, avec une maison inachevée. Nous avions besoin d'une protection. En lieu. Désormais, la protection se transformait en une lourde créance à l'encontre de Julien. Claire demanda si Constantin avait viré le reste de l'argent. Il répondit que non. La somme principale se trouvait sur un compte séquestre et ne serait transférée qu'après vérification des originaux, accord sur l'acte et enregistrement. Jusqu'à ce moment, l'acheteur pouvait bloquer le paiement, ce qui veut dire qu'ils ont fait la fête uniquement grâce aux Harry, prononça Claire. Quelle fête? Elle raconta l'histoire des invités, du champagne et de l'appartement que Geneviève s'apprêtait à acheter. Constantin fut stupéfait. Julien avait juré que l'argent restait intact et serait restitué si les documents ne convenaient pas. L'acheteur comprit pour la première fois que l'acompte avait probablement déjà commencé à être dépensé. Maître Moreau demanda à Claire de raconter l'histoire de la construction. Elle ne cacha pas que Julien avait fourni des efforts, organisé l'équipe et payé une partie des travaux. L'avocat expliqua. Ces circonstances pourront être examinées lors de la procédure de divorce.
Une maison édifiée pendant le mariage peut faire l'objet d'un litige sur sa valeur et d'une compensation. Mais cela ne permet pas à un époux de vendre la parcelle héritée par l'autre, même si la moitié de la valeur du bâtiment est reconnue comme la contribution de Julien. Il n'obtient pas automatiquement la terre. Précisa maître Moreau. Il peut réclamer un dédommagement financier, mais pas transmettre vos droits à un acheteur. Claire acquiesça. Elle voulait un partage équitable, mais n'acceptait pas la vente secrète de l'intégralité du bien. Constantin appela Julien directement depuis le cabinet. Le téléphone était posé sur le bureau, en mode haut-parleur, mais Claire ne prononça pas un mot. « Je suis en train de vérifier les documents », dit l'acheteur. « Qui est actuellement le propriétaire de la terre ?»« Je dispose de la totalité de la propriété, » répondit Julien. « Il y a le nom de votre femme sur l'extrait. C'est une vieille inscription. Claire a renoncé au terrain depuis longtemps et vit à l'étranger. Après la vente, ces données seront retirées. Avez-vous une procuration notariée ? Bien sûr. J'apporterai l'original pour la signature définitive. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun litige. Maître Moreau enregistra la conversation avec l'accord de Constantin. L'acheteur demanda s'il pouvait contacter Claire. Julien déclara que c'était impossible. Sa femme aurait changé de numéro, ne répondait plus à la famille et n'avait pas l'intention de revenir en France. Et si elle apparaît et revendique ses droits ? Elle n'apparaîtra pas. Même si elle essaie, elle n'aura pas un seul centime. C'est moi qui ai construit la maison. Et elle m'a de fait cadeau de la terre. Alors, Claire, assise à quelques mètres du téléphone, écoutait son mari la transformer en une personne disparue. Il n'y avait aucune hésitation dans la voix de Julien. Il était convaincu que l'acheteur n'entendrait jamais l'autre version de l'histoire. Après l'appel, Constantin exigea l'envoi immédiat des originaux. Julien promit de le faire dans les 2 jours. Il demanda également d'accélérer le virement du solde, prétextant l'achat avantageux d'un autre logement. L'acheteur refusa tant que l'avocat n'aurait pas terminé ses vérifications. Il est pressé parce que l'argent est déjà distribué. Déduisit maître Moreau. Si les arts ont été dépensés, l'exigence du remboursement double va être très lourde pour lui. Occaden. L'avocat prépara une notification de suspension de la transaction, mais suggéra de ne pas l'envoyer tout de suite. Il fallait d'abord acter les nouvelles déclarations de Julien et découvrir ce qu'il était advenu de l'argent. Claire montra les messages où son mari reconnaissait que la terre appartenait à sa femme. La phrase « Le terrain est à toi », « Je ne m'occupe que de la construction », contredisait totalement sa version actuelle d'un cadeau. Maître Moreau en garda une copie et demanda d'extraire toute la conversation. Les factures, les reçus d'électricité et la preuve d'une utilisation régulière de la parcelle s'avérèrent également très utiles. Votre mari peut prétendre que vous avez perdu tout intérêt, dit l'avocate. Mais votre absence certains week-ends ne met pas fin à votre droit de propriété. Ezraguieux. Constantin fut d'accord. Il avait vu le puits entretenu, la pompe neuve et les réparations récentes de la clôture. Le bien n'était de toute évidence pas à l'abandon. Ils décidèrent d'agir de concert. Constantin ne virerait pas le reste et exigerait les originaux. Claire ne contacterait pas Julien et continuerait à rassembler des preuves. Maître Moreau préparait les notifications de résiliation et la mise en demeure pour le double remboursement, mais ne les enverrait qu'après avoir figé le dernier mensonge du vendeur. L'acheteur vérifierait également les mouvements de fonds à travers les bordereaux bancaires auxquels il avait accès en tant qu'émetteur. « Je ne veux pas de votre maison au prix d'une escroquerie, » dit Constantine. « Mais je n'ai pas non plus l'intention de payer le cadeau de votre belle-mère. » In the rain. Pour la première fois de la matinée, Claire esquissa un faible sourire. Avant de partir, elle demanda une copie du compromis. Sur la dernière page, la signature de Julien se trouvait sous la phrase « Le vendeur confirme l'absence de droits cachés de tiers et s'engage à restituer le double des arts en cas d'informations inexactes. » Il avait signé l'engagement de sa propre responsabilité avec autant d'assurance qu'il avait promis la terre d'un autre à sa mère. Julien pensait que l'appel de l'acheteur avait consolidé la vente. En réalité, chacun de ces mots ne faisait que doubler le prix de sa tromperie. Les originaux sont actuellement avec Claire. Mais elle est à l'étranger et ne répond pas, répéta Julien à Constantin.
L'acheteur l'avait appelé le lendemain pour lui demander de fixer un rendez-vous, afin de vérifier les documents. Maître Antoine Moreau écoutait la conversation avec Claire. Julien affirma que sa femme avait emporté une partie des papiers en déménageant, mais avait laissé un consentement écrit pour la vente. Quelques minutes plus tard, il envoya la photo d'une déclaration. Sur la feuille, il était écrit que Claire ne s'opposait pas à la cession de la maison et confiait à son mari toutes les questions financières. Sous le texte se trouvait sa signature. « Je n'ai jamais signé ça », dit-elle. La signature lui semblait familière. Claire se souvint d'un bon de réception, d'un lot de bois de charpente qu'elle avait signé il y a 2 ans. Elle retrouva le vieux document dans ses emails. Les signatures étaient rigoureusement identiques. L'inclinaison, la longueur du paraphe et une petite tache d'encre d'un stylo défectueux. Sur la nouvelle déclaration, le fond gris autour de l'image avait même été conservé, comme si on l'avait découpé avec le bout de papier. Maître Moreau superposa les 2 fichiers. Les lignes correspondaient au pixel près. Personne ne signe jamais 2 fois de manière absolument identique, expliqua-t-il. C'est une image incrustée. De plus, la déclaration ne comportait ni date, ni données de passeport, ni certification d'identité. Julien l'avait appelé « consentement écrit », en comptant sur le fait que l'acheteur ne comparerait pas la signature avec d'anciens bons de livraison. Claire continua de faire comme si elle ignorait tout de la vente. Elle appela son mari pour lui poser une question banale sur le divorce et les charges de copropriété. Julien répondit d'un ton agacé, mais ne mentionna ni l'acheteur, ni les arriers. « Quand pourrais-je récupérer mes affaires à la maison de campagne » demanda-t-elle. « Il y a des travaux là, bas en ce moment. »« Quels travaux ? Je prépare le bien pour l'hiver. Ne viens pas sans prévenir. La terre m'appartient. Tant que nous n'avons pas partagé les biens, je prends aussi les décisions. » Claire enregistra l'appel. Son mari admettait de nouveau l'existence d'un litige patrimonial, alors qu'il garantissait son absence dans le contrat. Elle demanda l'historique complet des paiements pour la construction. L'argent pour les fondations provenait du compte joint, mais les fenêtres, la chaudière, les matériaux de couverture et une partie du bois avaient été payés par Claire. Julien versait les salaires aux ouvriers et achetait la quincaillerie. Cependant, sa contribution était nettement inférieure à la somme dont il se vantait devant sa famille. Claire n'avait pas l'intention de nier le travail de son mari. Elle voulait séparer sa participation réelle de sa prétention imaginaire à tout s'approprier. Le juge pourra évaluer la part des investissements, dit Maître Moreau. Mais l'acheteur n'est pas tenu de financer votre futur partage. Julien lui avait promis un bien achevé et libre de tout litige. Chaque facture devenait une ligne de démarcation entre une demande légitime de compensation et une tentative d'appropriation du terrain. Stéphane Dubois envoya les enregistrements de la caméra à l'entrée du lotissement. On y voyait Claire venir régulièrement au printemps et en été, apporter des matériaux, des outils de jardinage et des provisions. Sa dernière visite remontait à moins d'1 mois. Cela réfutait les dires de Julien sur une absence de plusieurs années. Le voisin rédigea également une attestation. La propriétaire payait l'électricité, le remplacement de la pompe et la réparation de la route. Geneviève dit maintenant que tu venais seulement rendre visite à ton mari, rapporta-t-il. Sur ta propre terre? C'est elle qui raconte déjà à tout le monde qu'après le divorce, la parcelle reviendra à Julien. Parce que la maison vaut plus cher que la terre. En mornier. Le soir même, Claire vit une nouvelle annonce. Le courtier avait baissé le prix et ajouté la phrase « Vente urgente pour cause de déménagement du propriétaire ». Ni Julien ni Geneviève ne déménageaient nulle part. La précipitation était liée à l'argent. Constantin fit savoir que le mari demandait le virement d'une autre partie de la somme avant la vérification des documents. Il invoquait la nécessité de solder des dettes de construction. L'acheteur refusa. Julien proposa alors une remise si le paiement final s'effectuait sous 3 jours. Un homme sûr de ses droits ne vend pas un terrain moins cher juste parce qu'on lui a demandé de montrer un extrait du registre, dit Maître Moreau. Claire acquiesça. Pour Julien, il était vital de toucher l'argent avant que la vérité n'arrive aux oreilles de l'acheteur. Constantin vérifia son ordre de virement et reçut la confirmation du versement des arts sur le compte de Julien. Il ne pouvait pas voir les mouvements ultérieurs de l'argent. Mais il conserva la date et l'heure.
Claire trouva une piste indirecte sur l'application bancaire familiale, à laquelle elle avait encore accès pour les dépenses communes. Le lendemain du versement des arts, Julien avait viré à Geneviève une somme représentant plus de la moitié de l'argent reçu. Le motif du virement était vide. Une autre partie était allée au courtier, et le reste avait servi à payer l'assurance de la voiture et une carte de crédit. Il ne restait presque rien sur le compte. Il a dépensé les arts avant d'avoir prouvé son droit de propriété, dit Claire, et il a créé le risque d'un double remboursement, répondit l'avocat. Pour comprendre le but du virement à sa mère, Claire appela Geneviève sous prétexte de discuter des affaires de Julien. Sa belle-mère passa immédiatement aux accusations. Sa belle-fille avait détruit leur mariage, abandonné la maison de campagne. Elle devait maintenant ne pas gêner son fils. Un bruidefond, une voix d'homme, sèche, exigeait un paiement avant la fin de la semaine. Geneviève couvrit le micro. Mais Claire entendit les mots « retard » et « reconnaissance de dette ». « Vous avez de la visite » demanda-t-elle. « Ça ne te regarde pas. Julien nous aide avec la dette. » Sa belle-mère se tut, puis déclara que son fils avait le droit de prendre soin de sa mère par tous les moyens. Après cet appel, Geneviève téléphona immédiatement à Julien. Claire avait pris soin d'allumer l'enregistrement sur la tablette commune, où les notifications familiales se synchronisaient encore. Le texte d'un nouveau message apparut à l'écran. Elle posait une question sur la dette. « Tu es sûr que l'acheteur ne lui a pas parlé ?» Julien répondit. « Sûr. On récupère le reste. Et après, qu'elle nous fasse un procès si elle veut. » Le message suivant fut encore plus direct. « Si Claire l'apprend. On dira que les arts sont partis dans la construction. » Claire photographia la conversation et se déconnecta du compte partagé pour que son mari ne remarque pas qu'un appareil était actif. Maître Moreau l'avertit. La conversation devait être conservée de manière légale et son origine prouvée. Claire montra que la tablette était un appareil commun et que les messages s'affichaient automatiquement. L'avocat dressa un constat de l'écran en présence de Constantin et fit des copies techniques. Il prépara ensuite une mise en demeure officielle, enjoignant Julien de fournir un relevé prouvant que les arts étaient conservés si le vendeur refusait. Ce serait un indice supplémentaire du risque de non-remboursement. Constantin envoya la demande. Julien répondit par une seule phrase. « L'argent est bloqué. Ne vous inquiétez pas. » Il mentait encore. Le lendemain, Claire reçut de Stéphane une vidéo de la maison de campagne. Geneviève était arrivée avec 2 amis, apportant des cartons de vaisselle, et parlait encore de son futur appartement. Elle disait qu'une partie de sa dette était déjà soldée, et qu'après le paiement final, elle pourrait verser l'acompte pour son nouveau logement. Julien se tenait à côté, et avertissait sa mère de ne pas citer de montant devant les voisins. « Claire ne sait rien ?» demanda l'une des femmes. « Même si elle l'apprend. »« Ce sera trop tard » répondit Geneviève. « L'argent sera parti. Et on ne peut rien prendre sur un compte vide. » And will. Maître Moreau commença à préparer la mise en demeure pour rupture du contrat et restitution au double des arts. Constantin voulait la remettre en main propre dans cette même maison où la famille célébrait la vente. Claire était d'accord. Mais avant cela, il comptait donner à Julien une dernière occasion de fournir les originaux. Plus il continuerait à parler de sa femme à l'étranger et de l'argent intouchable, plus la chaîne des preuves se consoliderait. Julien pensait dépenser les arts d'un autre pour sauver sa mère. En réalité, il transformait un litige caché en une dette que le contrat exigeait de rembourser au double. Dit à Geneviève que sa dette est soldée. Mais je ne rendrai la reconnaissance de dette qu'après une rencontre en personne, déclara une femme nommée Madame Sophie Lefebvre. Elle avait appelé Claire parce que son numéro figurait depuis des années comme contact d'urgence de sa belle-mère. Geneviève avait emprunté une forte somme à cette connaissance pour des soins dentaires et des travaux, puis avait repoussé les échéances pendant plus d'1 an. Désormais, l'argent était soudainement arrivé par un virement de Julien. Madame Lefebvre pensait que le fils avait remboursé à la demande de sa femme et voulait remercier la famille. Claire expliqua qu'elle ignorait tout de cette dette. « Étrange, » répondit la femme. « Geneviève m'a dit. Vous avez vendu la maison de campagne et avez déjà partagé l'argent. »
C'était une confirmation indépendante que les arts de Constantin avaient bien été utilisés pour éponger une dette personnelle de sa mère. Maître Antoine Moreau rédigea la mise en demeure officielle. Constantin y exigeait que, dans un délai de 2 jours ouvrables, le vendeur présente l'original de la procuration, un extrait de propriété au nom de Julien et une preuve de l'absence de litige. Si les documents n'étaient pas fournis, le compromis de vente serait considéré comme violé par la faute du vendeur. Les arts devraient être restitués au double. La lettre fut envoyée par coursier en recommandé et par email. Julien la reçut le jour même, mais ne répondit qu'à Constantin. Pourquoi faire peur tout de suite avec des avocats? Les papiers sont prêts. Ma femme confirmera tout. Alors invitez-la à notre rencontre, dit l'acheteur. Julien déclara une fois de plus que Claire se trouvait à l'étranger. Il envoya un nouveau scan de la déclaration prétendument signée par sa femme approuvant la vente. Cette fois, une date et des données de passeport y figuraient. La signature restait la même. Découpée sur le bon de livraison de bois, à la date indiquée, Claire travaillait de nuit, et le fichier avait été créé sur l'ordinateur du courtier. Les propriétés du document avaient conservé le nom de l'utilisateur et l'heure de modification. Ils n'ont pas trouvé la vraie procuration. Alors ils améliorent le faux par morceaux, constata Maître Moreau. Constantin refusa définitivement de poursuivre les paiements. Il signa la notification de résiliation et chargea l'avocat de préparer la plainte pour exiger la double restitution. Le problème ne portait plus sur l'achat d'une maison, mais sur le recouvrement d'un argent qui ne se trouvait déjà plus sur le compte du vendeur. Pendant ce temps, Geneviève continuait à chercher son appartement en ville. Elle versa un petit acompte à l'agence pour le 2 pièces près du parc et annonça qu'elle obtiendrait le reste après la vente de la maison de campagne. L'agence lui envoya un projet de contrat de réservation. Geneviève transféra la photographie sur le groupe de discussion familiale, oubliant d'en retirer Claire. Sous l'image, elle avait écrit « Bientôt à moi ». Quelques secondes plus tard, le message disparut, mais Claire avait eu le temps de le sauvegarder. L'acompte avait été versé le lendemain du virement de Julien. L'argent de l'acheteur effaçait en même temps une vieille dette et créait l'illusion d'un futur achat. Bien que la transaction principale n'eut aucun fondement légal, Julien appela sa femme pour la première fois depuis des jours. Il parla d'un ton presque affectueux et proposa de discuter du partage des biens à l'amiable. « La maison me restera, et tu garderas l'appartement en ville, » dit-il. « L'appartement en ville est loué. Tu recevras donc une soulte plus tard. Combien de temps après la vente? On fera les calculs. » Claire demanda qui lui avait donné le droit de vendre la terre. Son mari, agacé, répondit qu'il avait investi plus qu'elle dans la maison et qu'il avait donc le droit moral de décider. Le droit moral ne remplace pas le registre cadastral, dit-elle. Si tu commences à me mettre des bâtons dans les roues, tu n'auras pas un seul centime. L'appel était enregistré. Julien avoua également avoir déjà dépensé une partie de l'argent pour des obligations familiales. Il ne nomma pas la dette de sa mère, mais prévint que personne n'avait l'intention de rendre les arts parce que Constantin avait lui-même renoncé à une bonne affaire. Il y a renoncé après avoir découvert à qui appartenait la terre. Un silence se fit au bout du fil. « Tu lui as parlé ?» Claire ne répondit pas et coupa la communication. Julien avait désormais compris que l'acheteur avait trouvé sa femme, mais il ignorait encore quelles preuves ils avaient rassemblées. Le soir même, Geneviève réunit ses proches dans la maison de campagne. Elle déclara vouloir organiser la seconde partie de la fête avant la signature finale. Sur la table furent disposées des amuse-bouches de prix, du champagne et un gâteau en forme de clé. La belle-mère s'apprêtait à montrer le projet d'achat de son appartement parisien et à annoncer la date de son déménagement. Julien ne voulait pas faire la fête après sa conversation avec Claire. Mais sa mère avait insisté. « Les gens savent déjà que la maison est vendue, » dit-elle. « Si on commence à se cacher, ils penseront qu'on a perdu. » Elle craignait davantage de perdre la face devant ses connaissances que de rendre l'argent d'un autre à l'acheteur. Stéphane Dubois informa Claire des préparatifs. Des voitures étaient de nouveau garées devant la maison. Et Geneviève avait donné l'ordre de ne laisser entrer aucun étranger. Julien avait changé la serrure du portillon pour la 2e fois et n'avait remis de clé qu'à sa mère. Le voisin les avait entendus parler de Constantin. Julien a dit que l'acheteur pourrait venir avec un avocat.
rapporta Stéphane. Geneviève a répondu qu'elle ne le laisserait pas entrer sans le reste de l'argent. Claire demanda au voisin de ne pas s'y opposer. L'acheteur devait pénétrer sur le terrain en tant que partie invitée à la vente. Elle-même apporterait l'extrait de propriété et l'attestation de succession. Une serrure sur sa propre terre ne la privait pas du droit d'y entrer. Maître Moreau déposa une requête pour mesure conservatoire. Il demandait le blocage temporaire des fonds sur les comptes de Julien à hauteur des créances, ainsi que l'interdiction de vendre son véhicule, qui demeurait le seul actif tangible du mari. L'avocat ne promettait pas une décision immédiate du tribunal. Il fallait examiner le contrat, la mise en demeure, le risque de disparition des fonds et les preuves de leur utilisation. Cependant, l'urgence était justifiée par le virement à sa mère, l'extinction de sa dette et la compte versée pour l'appartement. S'ils reçoivent le solde ou vendent la voiture, le recouvrement deviendra très compliqué, expliqua Maître Moreau. C'est pourquoi nous déposons la requête maintenant, et non après leur fête. Anézit. Constantin envoya un dernier message à Julien. J'apporte personnellement la demande de remboursement, préparez l'argent et les originaux. Le mari répondit que toutes les questions devaient être réglées uniquement avec lui et sa mère. Claire n'avait rien à voir avec la transaction et n'avait pas le droit d'entrer sur le terrain. Il vous renie toujours par écrit. Nota Maître Moreau. C'est la servire. Constantin demanda si Claire était prête à se présenter à la rencontre. Elle répondit qu'elle entrerait après le début de la discussion. Elle avait besoin d'entendre comment son mari et sa belle-mère répéteraient leurs mensonges devant l'acheteur et leurs invités. Le lendemain matin, la notification tomba. La requête pour mesure conservatoire était acceptée pour examen en urgence. La banque recevait une demande de gel des fonds. Et le service d'immatriculation une alerte concernant le véhicule. La décision définitive était attendue d'une heure à l'autre. Geneviève l'ignorait. Elle repassait sa robe de fête et appelait l'agent immobilier pour lui promettre le versement imminent du solde. Sur la table de la maison de campagne, trônait déjà le gâteau en forme de clé dorée. Avant de partir, Constantin écrivit à Julien. « Aujourd'hui, vous allez encore me dire que Claire a renoncé au terrain. » La réponse fut immédiate. « Oui. Elle n'a pas le droit de s'en mêler. » Constantin transféra le message à Claire et écrivit. Alors qu'il le répète devant vous, « AMZ. Voilà notre acheteur. Il va virer le solde maintenant et on pourra choisir la date du déménagement. » Annonça Geneviève. Lorsque Constantin pénétra dans la maison, la famille et les voisins étaient attablés. Au centre de la nappe trônait un gâteau en forme de clé dorée. À côté se trouvait le plan de l'appartement pour sa belle-mère. Julien accueillit l'invité à la porte et lui demanda tout de suite s'il apportait la preuve du virement. En guise de réponse, Constantin posa le compromis de vente sur la table et activa le haut-parleur de son téléphone. En ligne. « Mon avocate, Maître Antoine Moreau, » dit-il. « Discutons d'abord des documents. » Geneviève fronça les sourcils. Elle attendait de l'argent. Pas un avocat. Julien tenta d'entraîner l'acheteur dans une autre pièce. Mais celui-ci refusa. Maître Moreau se présenta et demanda au vendeur de nommer le propriétaire du terrain. Julien répondit qu'il gérait l'ensemble des biens seul. Le registre indique Claire Martin. Rappela l'avocat. Ce sont de vieilles informations. Ma femme est partie depuis longtemps. A renoncé à ses biens et m'a transféré ses pouvoirs. Montrez-moi l'original de la procuration. Julien sortit une chemise contenant des scans. Maître Moreau lui demanda d'ouvrir la page avec la date de validité et la liste des pouvoirs. Il n'y avait là qu'une ancienne procuration technique pour le raccordement au compteur. Elle a expiré il y a 4 ans et n'autorise pas la vente. Trancha l'avocat. Geneviève l'accusa de chipoter et déclara que sa belle-fille n'avait pas mis un seul euro dans la maison. Constantin demanda si Claire était présente dans le pays. Julien assura avec aplomb qu'elle vivait à l'étranger et ne donnait pas signe de vie. « Êtes-vous prêt à le confirmer par écrit ? Je l'ai déjà fait dans le contrat. Et si elle entre dans cette pièce tout de suite ?» Julien ricana et déclara que sa femme n'avait ni clé ni le droit d'apparaître sur le terrain. À la seconde même, la porte s'ouvrit. Stéphane Dubois avait fait passer Claire par le portillon mitoyen qu'ils utilisaient pour accéder au puits commun. Elle entra sans crier, vêtue d'un manteau sombre.
un dossier à la main. La musique continua de jouer quelques secondes, jusqu'à ce que Geneviève éteigne l'enceinte. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Julien. « Je suis venu fêter la vente de ma terre. » Claire déposa devant Constantin l'attestation de succession, l'extrait cadastral récent et le permis de construire. Sur le document, elle était désignée comme l'unique propriétaire de la parcelle. La maison n'était pas immatriculée séparément. Maître Moreau expliqua à voix haute. Julien a le droit de revendiquer des dédommagements liés à son investissement dans la construction sans adofesse. Mais il ne peut pas transmettre le terrain hérité par sa femme à un acheteur. « Anstade, c'est mon fils qui a construit la maison », s'écria Geneviève. « Alors pourquoi le permis est-il au nom de Claire » demanda Constantin. La belle-mère répondit que c'était une simple formalité administrative. Claire sortit les factures pour le béton, la toiture, les fenêtres et la chaudière. Puis elle montra le message de Julien. « Le terrain est à toi. Je ne m'occupe que de la construction. » Son mari affirma que la conversation était sortie de son contexte. « Le contexte est très simple, » déclara Claire. « Tu savais à qui appartenait la parcelle avant même de signer le contrat. » Elle posa côte à côte les deux photographies du permis. Sur l'original, on lisait son nom. Sur l'annonce, cette ligne était cachée par une règle. Constantin se tourna vers le courtier. Ce dernier avoua que Julien lui avait envoyé la photo et la description. Geneviève de... Maître Moreau lut, via le haut-parleur. La clause relative aux arts. Si le vendeur a dissimulé un litige avec un autre ayant droit ou l'absence de pouvoir, l'acheteur est en droit de rompre le contrat et d'exiger le remboursement de la somme au double. Ces trois motifs sont réunis, dit-il. La terre appartient à Claire. Le litige était connu. Les pouvoirs de vente sont inexistants. Constantin posa devant Julien la mise en demeure écrite. Le mari refusa de la prendre et exigea que la vente se fasse. « Je ferai une remise », proposa-t-il. « La maison vaut son prix. On s'arrangera avec Claire après. Vous avez déjà promis de vendre ce que vous ne pouvez pas transmettre » répondit l'acheteur. « Vous n'aurez pas un euro de plus. » Haltz. Geneviève attrapa le plan de l'appartement et tenta de convaincre Constantin de ne pas ruiner les projets d'une personne âgée. Elle affirma que les arts étaient déjà dépensés et qu'il était impossible de les rendre immédiatement. « Dépensés pourquoi » demanda-t-il. La belle-mère se tut. Claire lança l'enregistrement où Madame Lefebvre confirmait le remboursement de la dette par un virement de Julien. Puis montra le message de Geneviève sur la réservation de l'appartement en ville. « L'argent est parti pour rembourser votre vieille dette et payer un nouvel acompte, » dit-elle. « Vous célébrez une transaction que l'acheteur n'a pas encore finalisée. » Les invités cessèrent de regarder Claire comme la rabat-joie de la fête. Désormais, tous les regards étaient tournés vers l'hôtesse. Julien admit avoir donné une partie des arts à sa mère, mais qualifia cela de prêt temporaire. Il promit de tout rembourser après le paiement final. « Il n'y aura pas de paiement final, » répéta Constantin. « Où est le reste sur le compte ?» Maître Moreau demanda l'ouverture de l'application bancaire. Julien refusa. Claire montra alors le relevé sauvegardé. Le virement à sa mère, le paiement du courtier et les dépenses de carte de crédit. Il ne restait qu'une fraction de la somme. « Tu as espionné mon argent » hurla son mari. « C'était un compte joint jusqu'à ce que tu l'utilises pour vendre mon terrain. » Geneviève se tourna brusquement vers son fils. « Tu m'avais dit que le contrat était définitif. Et c'est toi qui as exigé l'argent avant les vérifications. Tu m'avais assuré que Claire n'en saurait jamais rien. C'est toi qui as organisé cette fête et raconté à tout le monde pour l'appartement. » Ils commencèrent à s'accuser mutuellement. Julien affirma que sa mère faisait pression sur lui à cause de son créancier. Geneviève déclara que son fils avait eu l'idée de cacher le nom de sa femme et de falsifier son consentement. Maître Moreau rappela que la conversation sur haut-parleur était enregistrée. Après ces mots, tous deux se turent. Mais les aveux avaient déjà résonné devant l'acheteur et les invités. Le téléphone de Constantin émit un bip. Maître Moreau annonça que le juge avait accédé à une partie de la requête d'urgence. Les comptes de Julien faisaient l'objet d'une saisie conservatoire à hauteur de la somme réclamée, et toute démarche d'immatriculation de sa voiture était temporairement bloquée.
Le véhicule n'était pas confisqué immédiatement. Mais il ne pouvait ni le vendre, ni le donner, ni changer le nom du propriétaire. Quel est le rapport avec la voiture ? S'indigna Julien. C'est un actif liquide face au risque de non-remboursement des arts, répondit l'avocat. Vous avez déjà dépensé les fonds perçus et avez refusé par écrit de les restituer volontairement. Angor. Geneviève s'agrippa au bord de la table. Sans l'argent de son fils, elle ne pouvait pas conclure l'achat de son appartement. Constantin signa la notification de résiliation et la tendit à Julien. Il reprit ses copies des clés, annula tous ses projets de travaux et prévint que l'exigence du double remboursement serait traitée officiellement. Le courtier tenta de s'éclipser. Mais Maître Moreau lui demanda de conserver ses messages et de ne pas supprimer l'annonce. Les invités commencèrent à se préparer à partir. Personne ne toucha au gâteau. La clé dorée à sa surface se fendit à la base quand Geneviève bouscula accidentellement la table. Claire se tenait près des documents de son père. Elle ne réclamait pas que la maison fût immédiatement reconnue comme sienne à part entière. Et elle ne niait pas l'investissement réel de Julien. Elle avait seulement montré la ligne rouge que son mari avait décidé de franchir sans son accord. « Tu aurais pu régler ça à la maison », murmura-t-il. « Tu vendais la maison à un acheteur. Mais tu donnais l'argent à ta mère. C'est donc devant eux que tu devras t'expliquer. » Geneviève essaya de dire qu'elle voulait seulement protéger son fils après le divorce. Claire regarda le champagne, le plan de l'appartement et la mise en demeure exigeant le remboursement double. « Dites-moi, Geneviève, pourquoi avez-vous organisé une fête sur mon terrain, avec de l'argent qui n'a jamais appartenu ni à vous, ni à votre fils ?» La belle-mère ne répondit pas. Pour la première fois de la soirée, elle regarda le gâteau, non plus comme le symbole d'un nouveau foyer, mais comme l'addition qu'il lui faudrait désormais payer. « Vends la voiture. » Lève la saisie sur le compte. « Fais ce que tu veux !» hurlait Geneviève en agitant la notification d'annulation du compromis de vente. « Je ne laisserai pas la stupidité de ta femme me priver de mon appartement. » 4 jours seulement s'étaient écoulés depuis la vente avortée. Constantin avait formellement exigé la restitution du double des arts. Julien ayant dissimulé le litige de propriété et tenté de vendre une terre qui ne lui appartenait pas. L'acheteur, cela allait de soi, n'avait pas viré le reste du prix. Les comptes bancaires de Julien avaient été saisis à hauteur de la somme réclamée, et les démarches d'immatriculation de sa voiture étaient temporairement bloquées. Personne ne lui prenait encore la voiture. Mais il ne pouvait déjà plus la vendre. La donner ou changer le nom de la carte grise. Son costume de fête pendait sur le dossier de la chaise, près de la liste des dettes qui avaient transformé les vainqueurs de la veille en débiteurs. Julien appelait Claire 10 fois par jour. D'abord il menaça, puis il exigea, et finit par supplier. Elle ne répondit pas avant qu'il n'envoie ce message. « Trouvons un accord sans procès. Tu détruis notre famille. » Claire le lut dans le bureau de son avocat, et, pour la première fois depuis des années, n'éprouva pas le besoin de se justifier. Le jour même, elle déposa une demande de divorce et une action en justice pour faire établir ses droits sur la maison non enregistrée. Au dossier furent joints l'attestation de succession du terrain, le permis de construire, les factures d'électricité, les relevés d'achat des matériaux et la conversation où Julien écrivait lui-même « Le terrain est à toi. Je ne m'occupe que de la construction. » Séparément dans la chemise se trouvait la copie du faux consentement et le rapport d'expertise confirmant l'identité de la signature avec l'ancien bon de réception du bois. « Tu veux vraiment me faire passer pour un escroc ?» demanda Julien lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois chez l'avocat. « J'ai construit cette maison de mes mains. C'est pour ça que le juge évaluera ce que tu as réellement investi. » répondit calmement Claire. « Mais tu as essayé de vendre non seulement les murs, tu vendais aussi le terrain de mon père. Sans la terre, la maison n'intéresse personne. C'est exactement pour ça que tu n'as pas dit à l'acheteur à qui elle appartenait. » Julien ouvrit la bouche. Mais l'avocat posa devant lui l'impression de ses échanges avec le courtier. Il y conseillait de signer le contrat au plus vite, avant que Claire ne revienne et ne commence à poser des questions. Pas un mot sur le prétendu renoncement volontaire de sa femme. Pas un mot sur son départ à l'étranger. Seulement le calcul financier, la précipitation
et la promesse de l'achat d'un appartement pour sa mère dès réception de l'argent. Pendant ce temps, Maître Moreau avait retracé le parcours des arts. Julien en avait viré plus de la moitié à sa mère. Et Geneviève avait soldé le jour même sa vieille dette. Elle avait utilisé le solde comme acompte pour l'appartement en ville. Une autre partie était allée au courtier, à l'organisme de crédit et à l'entretien de la voiture. Lorsque le vendeur de l'appartement comprit que l'argent pouvait être lié à une transaction litigieuse, il refusa de poursuivre la vente. Pour éviter d'être impliqué dans des poursuites judiciaires, il accepta de restituer le solde de l'acompte directement à Constantin. En déduisant les pénalités prévues au contrat, Geneviève perdit l'appartement et une partie de l'argent. La dette qu'elle avait réglée ne disparut pas non plus de la chaîne des preuves. Le relevé bancaire prouvait qu'elle avait disposé des arts quelques heures seulement après la fête, mais le pire pour elle fut l'enregistrement vidéo de ce fameux banquet. On y voyait Geneviève se vanter que Claire n'obtiendrait pas un seul centime, discuter de l'achat de ses futurs meubles, et remercier son fils d'avoir enfin récupéré son dû. La vidéo ne prouvait pas que la belle-mère avait participé à la falsification de la signature, mais elle réduisait à néant sa nouvelle version, selon laquelle elle jugeait la transaction légale, et ignorait tout du conflit. Lorsque l'avocat de Constantin lui montra la retranscription, elle cessa d'accuser l'acheteur et fondit en larmes. Cette fois-ci sans public, sans gâteau, et sans discours préparé à l'avance. Constantin n'accepta d'envisager un accord amiable qu'à une seule condition: la restitution immédiate de tout ce qui pouvait encore l'être et un échéancier écrit pour le paiement du solde. Un expert immobilier visita la maison 2 semaines plus tard. Julien le suivait de pièce en pièce, touchait les murs et énumérait tout ce qu'il avait fait. Couler les fondations, monter la charpente, installer l'eau, engager des couvreurs. Claire ne le contredisait pas. Elle se souvenait elle aussi de ces années, comment elle apportait les provisions aux ouvriers, payait les fenêtres, achetait l'isolant, prenait des heures supplémentaires à l'aéroport. Mais maintenant, chaque souvenir était associé à une facture, une date ou un témoin. L'expert sépara la valeur de la parcelle de celle de la construction inachevée, puis calcula la contribution justifiée de chaque époux. Le chiffre de Julien s'avéra très inférieur à la somme qu'il espérait tirer de la vente. Il considérait la terre comme sienne, s'attribuait les matériaux payés par Claire, et qualifiait de « argent familial » l'héritage laissé par son père. La procédure dura plusieurs mois. Le juge confirma que le terrain était la propriété exclusive de Claire, puisqu'il avait été acquis par héritage. La maison, construite pendant le mariage mais non immatriculée séparément, exigeait l'évaluation des investissements et un accord entre les parties. Julien comprit qu'il ne pourrait pas conserver le bâtiment avec la terre, et que demander la démolition de la maison ne ferait qu'accroître ses propres frais. Sous la pression des exigences de Constantin et des preuves accumulées, il accepta une soulte pour la partie des travaux documentés par des justificatifs. Une fraction de cette somme fut directement versée à l'acheteur pour éteindre la dette liée à l'accord amiable. Julien dut vendre sa voiture, après y avoir été autorisé dans les règles, et le produit de la vente fut également transféré à Constantin, après quoi les saisies furent levées. Mais la nouvelle voiture dont il se vantait tant avait disparu avec ses projets. Le faux consentement fit l'objet d'une enquête distincte. Julien jura qu'il avait seulement demandé à une connaissance de l'aider avec le document, sans intention de tromper qui que ce soit. Cependant, les fichiers informatiques, ses messages avec le courtier et l'email envoyé à Constantin prouvaient le contraire. Claire fut convoquée 2 fois pour s'expliquer. À chaque fois, Julien l'attendait à la sortie et lui répétait qu'elle pouvait alléger ses sanctions si elle disait l'avoir autorisé à utiliser son ancienne signature. Elle passa son chemin. Un jour, il l'agrippa par le coude et murmura qu'ils avaient bâti cette maison ensemble, qu'il voulait seulement obtenir sa part. Claire dégagea son bras et le regarda comme si elle voyait pour la première fois, non pas son mari, mais un homme qui avait, des années durant, substitué la commodité à la confiance, une part. Ça se réclame par une expertise et un accord, dit-elle. Toi, tu as organisé une vente en cachette et une fête dans ma propre maison. Non.
Après le jugement de divorce, Claire paya la soulte fixée et enregistra légalement la maison à son nom. Le jour où elle reçut l'extrait de propriété, la neige couvrait déjà le toit, et le verger de son père était sombre et silencieux. Elle changea les serrures. On fit installer une alarme et plaça les documents originaux dans un coffre bancaire. Stéphane Dubois l'aida à fixer la nouvelle plaque avec le numéro de la maison. Dans la cuisine, il restait un cercle clair sur le mur. Là où Geneviève avait prévu d'accrocher un portrait de famille, Claire le recouvrit par une étagère où elle rangea les outils de son père. La maison ne semblait plus être un lieu d'unité. Elle redevenait ce qu'elle aurait toujours dû être. Une mémoire que l'on ne peut falsifier avec la signature d'un autre. Geneviève vint au début du printemps. Elle se tenait devant le portail, sans ses sacs habituels et sans donner d'ordre. Son appartement en ville, elle ne l'avait finalement jamais acheté. La contre-tenue ne lui fut jamais rendue. Et le reste de son argent était parti chez Constantin. Désormais, elle louait une chambre et accusait son fils de l'avoir entraînée dans une transaction frauduleuse. Julien, pour sa part, racontait à sa famille que sa mère l'avait forcé à agir vite. Cette famille qui, lors de la fête, formait un front uni. S'était disloquée dès la première exigence de remboursement. Geneviève demanda à entrer. Soi-disant pour récupérer un plaid et de la vaisselle, Claire sortit le carton jusqu'au portail. Sa belle-mère voulut dire quelque chose. Mais en apercevant la caméra au-dessus de la porte, elle pinça simplement les lèvres et s'en alla. Quelques jours plus tard, Julien apparut. Il avait vieilli, les traits tirés. Sa veste flottait sur ses épaules. Il tenait entre ses mains une copie de l'accord amiable avec Constantin. Il avait réussi à rendre la somme principale, et il devrait rembourser le reste par mensualité. Julien demanda à Claire de retirer sa plainte pour falsification de signature et de déclarer qu'il s'agissait d'un simple malentendu familial. Il évoqua leurs années de mariage, les fondations qu'il avait coulées sous la pluie, le porche monté de ses propres mains. Puis il désigna la maison et lâcha avec presque de la rancœur. « Tu as tout eu, la terre, la maison, la liberté. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ?» Claire posa la main sur le portillon fermé. Derrière, elle se dressait la maison qu'il avait déjà vendue une fois dans sa tête et que sa mère avait déjà eu le temps de remplir virtuellement de ses meubles. Elle ne triomphait pas, ne rappelait pas la fête. La voiture saisie ou l'achat avorté de l'appartement, elle regarda simplement Julien dans les yeux et répondit « Tu pouvais réclamer le prix de ce que tu avais vraiment construit ? Julien, mais la terre de mon père. Tu n'as jamais eu le droit de la vendre. Et encore moins de t'en servir pour payer l'appartement de ta mère. De ta mère. After me.